Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur la puissance et l'énergie. C'est une application en physique de ce qu'on a vu en mathématiques sur les expressions littérales et les équations. Nous allons simplement parler des lettres et des ce qu'on appelle les formules en sciences physiques pour essayer de comprendre un petit peu plus sur qu'est-ce que c'est que la puissance, qu'est-ce que c'est que l'énergie et à quoi ça sert tout ça. Alors on a vu que dans une expression littérale contient des lettres et des symboles divers et variés, A, f de x, p. En physique, on utilise ces lettres pour signifier quelque chose, pour donner un nom, un symbole à quelque chose. Par exemple, un P majuscule, ce sera la puissance en watts, et l'unité du watt, c'est un W majuscule. L'énergie, ce sera un grand E, et son unité, c'est le joule, avec un J majuscule. Et le temps, c'est un petit t, un t minuscule, et généralement il est en secondes, dont le symbole est un petit s. La définition fondamentale de la puissance, c'est le changement ou le transfert d'énergie par unité de temps. Le petit delta, le delta majuscule, ça veut dire changement ou transfert. Donc on va résoudre cette équation, puisque c'en est une, pour l'énergie. Pour ce faire, on va multiplier les deux côtés par delta t, de sorte que les delta t à droite s'annulent, et on se retrouve avec le transfert d'énergie est égal à la puissance multipliée par le temps. Okay, maintenant on va appliquer tout ça à l'électricité. Donc on va commencer par déterminer des symboles. Donc P avec un E majuscule en indice, c'est la puissance électrique, toujours en watts, c'est une unité, c'est une puissance, donc ce sera toujours en watts. E, c'est l'énergie électrique, en watts-heure ou en kilowatts-heure. U, c'est le potentiel électrique, on appelle aussi ça la tension, c'est en volts. Et I, c'est l'intensité électrique, on appelle aussi ça le courant, c'est en ampères. Alors maintenant, on sait que la puissance électrique, c'est le produit de la tension avec l'intensité électrique. On sait aussi que la puissance, c'est le ratio du transfert d'énergie sur le temps. Et c'est la même puissance. Donc on peut tout à fait substituer le P ici pour U fois I, et on obtient UI est égal au transfert d'énergie sur le temps. Si on résout pour le transfert d'énergie, on voit que le transfert d'énergie est égal à la tension multipliée par l'intensité multipliée par le temps pendant lequel on transfère cette intensité. Ça semble rien, mais ça permet de calculer l'énergie qui peut être donnée par une prise électrique, par exemple, pendant un certain temps. Alors, comme je l'ai dit, l'énergie en électricité est plutôt donnée en watt-heure ou en kilowatt-heure. Tout simplement parce que les quantités d'énergie qui sont échangées en électricité sont généralement énormes en joules. Le joule, ça correspond à pas beaucoup d'énergie. Donc on préfère utiliser des unités qui donnent des nombres un peu plus maniables, un peu plus faciles à manier. Donc l'énergie peut être exprimée en watts-secondes, en watt-heure ou en kilowattheure. En général, ce sera plutôt que du kilowattheure. Okay, maintenant, on va passer à la puissance thermique. Donc, d'autres symboles et unités vont être utilisés. Alors pour la puissance thermique, c'est toujours un P majuscule, mais cette fois en indice, j'ai mis un Q majuscule, et c'est toujours en watts. Pour l'énergie thermique, j'ai mis un Q en indice, un Q majuscule en indice, afin de bien montrer qu'on parle d'énergie thermique. Ensuite, pour la température, on va utiliser un T majuscule, et la température est en Kelvin, avec un grand K. Ensuite, on va utiliser la masse, qui est en kilogrammes, et la surface, qui est en mètres carrés. Alors, c'est quoi l'énergie thermique? L'énergie thermique, c'est l'énergie qui peut être stockée dans la température d'un matériau. On sait que les matériaux passent de solide, liquide et gaz quand on augmente l'énergie, quand on ajoute de l'énergie, et qu'entre chaque palier, leur température augmente. Donc l'énergie qu'on met dans ce matériau est proportionnelle à la masse de ce matériau multipliée par le changement de température qu'il subit. Ensuite, on voit qu'à chacun de ces paliers, on ajoute de l'énergie, mais ça ne change pas la température. Ce que ça change, c'est la phase. Donc l'énergie qu'on ajoute pour changer la phase est proportionnelle à la masse du matériau qu'on est en train de changer de phase. Ok, donc si ces énergies sont proportionnelles à la masse multipliée par le changement de température ou la masse simplement,
Ça veut dire qu'on peut trouver un coefficient de proportionnalité. Comment est-ce qu'on trouve un coefficient de proportionnalité? Eh ben, on divise ce qu'il y a d'un côté de la proportionnalité, du signe de proportionnalité, par ce qu'il y a de l'autre côté. Et ça, ici, on a défini ce que c'est que la capacité thermique massique. La capacité thermique massique, ben, c'est l'énergie qui va dans un matériau et qui va changer 1 kg de sa masse d'1 Kelvin. Donc, les unités de capacité thermique massique, c'est simplement kilojoules sur kilogramme Kelvin. Ensuite, pour le changement de phase, pour l'énergie qu'on met dans la phase, on résout encore une fois et on trouve un nouveau coefficient de proportionnalité. Celui-là, on va l'appeler enthalpie de changement d'état, delta H. Et c'est simplement le ratio de l'énergie qu'on met pour changer la phase d'une certaine masse, de 1 kg de matériau. Et les unités sont des kilojoules par kilogramme. On va prendre un petit exemple. Ici, on a un glaçon dans un verre d'eau et on se pose la question de combien la température de l'eau va-t-elle baisser quand le glaçon aura complètement fondu. Ici, on sait que c'est le glaçon qui va fondre, qui va changer de phase, et donc, en changeant de phase, il va devoir prendre de l'énergie. Prendre de l'énergie à qui? À l'eau. Et en baissant cette énergie, en prenant l'énergie, on va baisser la température de l'eau. Donc, il faut bien comprendre que ici, cette équation, cette expression s'applique à l'eau, et ici, cette expression s'applique à la glace. Mais les deux ont en commun l'énergie. C'est l'énergie qui part de l'eau qui va faire fondre le glaçon. Donc on peut écrire que la masse de l'eau multipliée par la capacité thermique de l'eau multipliée par le changement de température de l'eau est égale à la masse du glaçon multipliée par l'enthalpie de fusion du glaçon. Et en résolvant par le changement de température de l'eau, j'ai simplement divisé les deux côtés par la masse de l'eau multipliée par la capacité thermique de l'eau, on se retrouve avec une expression qui nous permet de calculer le changement de température lorsqu'un glaçon fond entièrement. Un autre concept important en thermique, c'est la puissance thermique. La puissance thermique, c'est basiquement c'est l'énergie qui passe par une surface, par exemple un mur, par seconde. Donc ici, on peut deviner que cette puissance thermique, elle est proportionnelle à la surface et au différentiel de température entre l'intérieur et l'extérieur. Différentiel de température, c'est le meilleur mot pour dire la différence. C'est-à-dire température intérieure moins température extérieure. Donc, à nouveau, pour trouver un coefficient de proportionnalité, on va diviser ce qu'il y a à gauche par ce qu'il y a à droite, et on va l'appeler la conductance thermique U. Donc, ça nous donne une quantité qu'on peut mesurer en laboratoire pour n'importe quel matériau, en watts par mètre carré Kelvin. Et donc on obtient une expression, la puissance thermique est égale à la conductance thermique d'un matériau multipliée par sa surface et multipliée par la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur. Vous constaterez par ailleurs que si la température intérieure est supérieure à la température extérieure, alors la puissance sera positive. La puissance thermique sera positive. Ça veut dire que la puissance thermique part de l'intérieur vers l'extérieur. Mais si la température intérieure est inférieure à la température extérieure, alors le résultat sera négatif, et donc ça veut dire que la puissance thermique passe dans l'autre sens, de l'extérieur vers l'intérieur. Donc encore une fois, on a l'impression de parler de plein de choses différentes, mais en fait on parle toujours de la même chose. Il y a la puissance thermique et électrique, c'est toujours des puissances. Donc on sait que calculer la puissance thermique qui peut passer par des surfaces, par exemple celle d'un local ou d'une maison, et on sait que cette puissance sera nécessairement au moins égale à la puissance électrique des radiateurs, par exemple. Donc on peut tout à fait estimer la puissance électrique des radiateurs qu'on doit mettre dans un local pour juste maintenir la température en sorte que les pertes soient compensées en permanence. Une dernière forme d'énergie, c'est l'énergie chimique, lors de la combustion. Alors pour ça, il faut savoir que n, le petit n, ça représente un nombre de moles, et qu'une mole, c'est un nombre d'atomes ou de molécules, plus précisément 6,022 fois 10 puissance 23 par mole, atome ou molécule par mole. En fait, ce chiffre, on n'en a pas besoin vraiment, parce qu'en chimie, tous les calculs se font en moles et en grammes, donc on n'aura pas besoin de ce chiffre. Alors, c'est quoi l'énergie l'enthalpie de combustion? L'enthalpie de combustion, c'est simplement
l'énergie qui va être dégagée par la combustion d'un certain nombre de moles d'hydrocarbures. Et donc, pour calculer cette énergie, il suffit de multiplier le nombre de moles par son enthalpie de combustion de l'hydrocarbure en question. Alors évidemment, on peut utiliser ça pour calculer des changements de température. On peut se poser la question, si je fais brûler une certaine quantité, un certain nombre de moles d'hydrocarbures, de combien vais-je augmenter la température de, par exemple, une boîte? Eh bien, on sait que l'énergie qui vient du changement de, non pas de phase, mais l'énergie qui vient de la combustion, on sait que si ces deux énergies sont égales, on peut les égaliser et résoudre pour l'inconnu. L'inconnu ici, c'est le changement de température. Donc le changement de température, c'est simplement le nombre de moles d'hydrocarbures qu'on brûle, multiplié par leur enthalpie de combustion, j'ai ajouté un petit C pour enthalpie de combustion, et le tout divisé par la masse de l'air dans la boîte, multiplié par sa capacité thermique massique. Alors ces trois différents types d'énergie et de puissance, j'ai pris le parti de dire que c'était des échanges parfaits, mais ça n'existe pas les échanges parfaits. Il y a quelque chose qu'on appelle le rendement, et ça veut simplement dire que dans tout échange d'énergie, conversion d'énergie électrique à thermique, conversion d'énergie thermique à mécanique, dans toutes ces conversions, il va y avoir des pertes. Et pour pouvoir prendre en compte ces pertes, il faut calculer le rendement. Le rendement est symbolisé par cette petite lettre grecque ici, c'est un état minuscule. Et c'est simplement le ratio de la puissance qu'on obtient divisé par la puissance qu'il fallait fournir pour obtenir cette puissance. On peut aussi écrire sous forme d'énergie, c'est l'énergie utile, celle qui va vraiment nous servir à faire du travail, divisé par l'énergie qu'il a fallu dépenser pour obtenir cette énergie. Parce que, encore une fois, il y a des pertes. Et une fois qu'on connaît le rendement, si on sait quelle est la puissance entrante ou quelle est la puissance sortante, on peut facilement calculer la puissance entrante dont on aura besoin ou la puissance sortante qu'on obtiendra. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 formules, j'appelle ça des formules, je devrais appeler ça des expressions. 7 expressions sur l'énergie et la puissance en physique, je les laisse ici, comme ça vous pouvez les copier-coller dans vos propres notes. Savoir que on peut les faire interagir entre elles, on peut prendre la puissance électrique et l'égaliser avec la définition fondamentale de la puissance, ou même on pourrait prendre la puissance électrique et la puissance thermique de l'énergie qui passe à travers les murs par seconde, etc., etc. Toutes ces formules, toutes ces expressions sont liées les unes aux autres, donc on peut les faire se communiquer. Pour la feuille de calcul, je nous ai préparé quelques petits calculs à faire à partir des expressions qu'on a vues. Donc, par exemple, pour l'expression sur la puissance, qui est l'énergie divisée, le transfert d'énergie divisé par le temps. Eh ben, on sait que l'énergie est à 1000 joules, on sait que le temps c'est 5 secondes, donc on va faire l'énergie divisée par le temps. Et je clique sur les cases. Et comme ça, j'ai plus qu'à changer, si jamais je change mes valeurs, ça va mettre à jour la feuille de calcul. Donc j'étais à 5, et ça me donnait 200, mais sur 10 secondes, ça me donnera plus que 100 watts. Donc le temps est inversement proportionnel à la puissance ici. Ensuite, supposons que, tiens, ici j'ai pris les valeurs, 230 volts c'est la tension qu'il y a sur une prise de courant, et 16 ampères c'est le maximum qui puisse sortir de cette prise. Eh bien, la puissance électrique c'est la tension multipliée par le courant, c'est-à-dire le potentiel électrique multiplié par l'intensité électrique. Donc, je clique sur la valeur de U, et je multiplie par, oups, ça va pas marcher évidemment, multiplié par la valeur pour l'intensité électrique, et ça me donne 3680 watts. 3680 watts, c'est le maximum qu'on puisse sortir d'une prise électrique. Ensuite, pour l'énergie thermique, on a vu que ça, c'est pour calculer l'énergie qu'il y a dans le changement de température d'une masse d'un certain matériau.
Donc ici, encore une fois, on met un égal, on va multiplier, pour obtenir l'énergie, va multiplier la masse par C, la capacité thermique massique. Vous avez vu qu'elle est en kilojoules par kilogramme Kelvin, et que ici j'ai écrit par kilogramme Kelvin, kilogramme moins 1, K moins 1, c'est la même chose. Parce que X puissance moins 1, c'est la même chose que 1 sur X. Donc je continue. Maintenant il me reste plus que le changement de température. J'ai mis un changement de température de 10 Kelvin, et ça me donne 83,7 joules. Ok. Enfin, j'ai une masse de 0,5 kg, c'est-à-dire 500 grammes d'un matériau, c'est de la glace, je pense, ça c'est l'enthalpie de fusion de la glace, 333,6 kJ par kilogramme. Donc je vais changer la phase d'un 500 grammes de glace, et je me demande combien d'énergie ça fait. Ben, je prends la masse, que je multiplie par l'enthalpie de fusion de la glace, et ça me donne 166,8 kJ. Tiens, on voit que faire fondre 500 grammes de glace, tiens, on va essayer de ça. Là, c'était 2 kg, je vais mettre 500 grammes. Faire fondre 500 grammes de glace, ça prend beaucoup plus d'énergie que passer la même masse de glace de, par exemple, 0 à 10 degrés C. Lui faire effectuer un changement de température de 10 Kelvin. Ok, ça n'a rien à faire là. Ensuite, on va prendre des exercices un petit peu plus compliqués. Donc ici, c'était ces histoires de transfert de puissance électrique ou que sais-je. Alors, ici, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît l'énergie, on connaît... Ah voilà, c'est un cas de batterie qu'on veut charger. Donc on a une batterie qui fait 10 Wh, et on a un chargeur qui fonctionne sous 10 volts et qui délivre du 2 ampères. Donc, tout de suite, on va pouvoir calculer la puissance électrique, puisqu'on en connaît la tension et l'intensité. Donc, P est égal à UI, donc c'est U fois I. Et maintenant qu'on connaît la puissance électrique, on avait résolu la définition fondamentale de la puissance pour le temps tout à l'heure, donc on va écrire l'énergie, c'est 10 Wh, divisé par la puissance que je viens juste de calculer. Et ça fait 0,5 heures. Vous notez que j'ai fait attention, j'ai pas mis le temps en secondes, j'ai mis le temps en heures. Pourquoi? Parce que mon énergie était en watts-heure, et il faut que les unités concordent. Ok, maintenant on va voir pour un changement de température. Je pense que ça c'est le cas du glaçon, c'est-à-dire on a une masse de glace, voilà, de 0,01 kg, c'est-à-dire 10 grammes, et une masse d'eau, ml c'est pour liquide, de 0,2 kg, c'est-à-dire 200 grammes, c'est à peu près un verre d'eau. On a la capacité thermique massique de l'eau, 4,185 kJ par kg Kelvin, et l'enthalpie de fusion de la glace, 333,6 kJ par kg. Ok, ben la première chose à faire, est-ce qu'on peut calculer l'énergie qui va être absorbée par le glaçon quand il fond? Ben, on a la masse du glaçon et on a son enthalpie de fusion. La réponse est oui. Allons-y. C'est la masse multipliée par l'enthalpie de fusion de la glace. Et ça fait 3,336 kJ. Ok. Maintenant, ce serait bien de savoir de combien ça va augmenter la température. Et là, j'avais fait la formule. C'est delta T qui est égal à l'énergie, que je viens juste de calculer, divisé par, attention à ne pas oublier les parenthèses, la masse de liquide, la masse de l'eau, multiplié par la capacité thermique de l'eau. Et ça nous fait un changement de température de 3,98, que sais-je, Kelvin. Je vais ajouter un petit truc, c'est supposons que la température initiale était à 25 degrés, ben la température finale va être de combien? Ben là c'est de l'eau, la température va baisser parce qu'on a mis un glaçon et que le glaçon a pris l'énergie à de l'eau. Donc on va prendre sa température initiale et faire moins le changement de température qu'on vient de calculer. Et ça veut dire que ce verre d'eau va passer d'une température de 25 degrés à une température de 21 degrés. Donc si vous voulez 10 grammes, c'est à peu près le poids d'un glaçon. Si vous voulez vraiment refroidir de l'eau, vous aurez mettre un peu plus de glaçon. Pour bien tout comprendre, c'est une bonne idée de regarder les vidéos de cette playlist dans l'ordre, de télécharger les feuilles de cours. Elles sont
à disposition sur le site dont le lien est dans la description de cette vidéo. Pratiquer avec une feuille de calcul, c'est toujours une bonne idée, et souscrire à cette chaîne pour être avisé des nouveaux posts. Merci de votre attention, au revoir.